j'ai passé 2 ans à enquêter sur la question de l'impact matériel du numérique. C'est cette enquête que je vais vous dévoiler rapidement. Je voudrais vous parler d'abord de la principale des pollutions générées par le numérique. Ce sont la pollution générée par les interfaces. 34 milliards de téléphones portables, tablettes, ordinateurs qui se promènent sur Terre. Et tout cela, eh bien, c'est constitué, cela a été dit, de métaux. Pour insister sur cette matérialité, je voudrais vous parler d'un ratio fascinant qui s'appelle le MIPS, Material Input Per Service Unit. On l'appelle en français également le sac à dos écologique. Ce MIPS, en fait, c'est le calcul du poids réel de tous les produits qui nous entourent. Les ratios qui sont calculés par le Wuppertal Institute consistent en fait à additionner les ressources qui, directement et indirectement, rentrent dans la constitution de nos produits du quotidien. Or, quand on va vers des objets numériques, vers des objets électroniques, eh bien, ce ratio augmente encore, parce que votre téléphone, pour ne citer que lui, eh bien, il est constitué de tas de petits métaux dits rares, pas parce qu'ils sont rares, mais parce qu'ils sont très dilués dans l'écorce terrestre. Et donc, en fait, vous avez un impact matière qui est très lourd, qui fait que votre téléphone, en réalité, il ne pèse pas 150 grammes, il pèse 183 kilos. Le virtuel n'est jamais virtuel, il est matériel. Mais surtout, cela nous dit qu'en fait d'équipements électroniques, plus on fabrique des objets numériques qui permettent d'entrer dans l'infrastructure Internet, qui font l'interface avec ce monde virtuel qui est Internet, plus paradoxalement, le coût matériel de ces objets qui nous font avoir des vies virtuelles, plus ce coût-là est élevé. Et avec ces objets de notre quotidien, eh bien, nous produisons, nous consommons des données. Des données, c'est quoi? C'est un email, c'est un like, c'est une vidéo, c'est une photo, c'est un paiement pas bancaire, un ordre de transfert évidemment, et ainsi de suite. Cette donnée, où va-t-elle? Et je repars de la question de départ, à supposer par exemple que j'envoie un email à Perrine Tarnot sur cette estrade. Est-ce que mon mail va littéralement de mon téléphone au téléphone de Perrine Tarnot? Eh bien, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air, puisqu'en réalité, le mail traverse les 7 couches de fonctionnement d'Internet. Et ce trajet passe, comme je vous l'ai dit, par des centres de données. À titre personnel, chacune d'entre nous utilise une centaine de centres de données pour sa vie quotidienne. Or, ces centres de données, ils tournent tout le temps. Et en attendant que nos mix électriques se diversifient, il n'empêche que le net, Internet et les mines desquelles sortent les métaux pour fabriquer les serveurs, les câbles et autres téléphones, eh bien, elles tournent, elles fonctionnent grâce à de l'électricité qui est issue des ressources fossiles. Ce qui veut dire, c'est un chiffre du Shift Project, que environ 3,7-4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde découlent du numérique en général. Mais messieurs, dames, il existe une solution. Elle se trouve en Scandinavie. Un serveur, ça chauffe. Il faut le refroidir avec un système de climatisation très énergivore. Mais si je installe mon centre de données comme celui de Facebook en 2013, sous des mètres de poudreuse à peu près toute l'année ou une bonne partie de l'année, eh bien je refroidis naturellement. Je fais ce qu'on appelle du free cooling. Donc vous voyez une solution ici qui est technologique, j'insiste, ça peut aider simplement, messieurs, dames. C'était avant que, en 2017, Steve Case écrive ce livre. Steve Case est un technoprophète et il écrit ce livre en 2017, The Third Wave, la troisième vague. La première vague, c'est la connexion des ordinateurs entre eux. C'est la première vague d'Internet, c'est la naissance d'Internet. La deuxième vague, c'est la connexion des humains entre eux via les ordinateurs et via les réseaux sociaux. La troisième vague, annonce Steve Case, c'est quand on va tout connecter. Et donc, toujours plus de données, ça veut dire, ce sont des conjectures, 45 fois plus de données en 2035 par rapport à 2020. Je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire qu'il y a un classique effet rebond. Et là surgit une question absolument fascinante. Et cette question est la suivante, c'est mais est-ce que compte tenu de l'explosion de la consommation et de la production de données, donc de leur transfert, est-ce que l'infrastructure numérique, est-ce que l'armure, la ramure du net va être capable de résister, d'accompagner cette hausse de la production de données, ou ne risque-t-elle pas finalement de tomber en panne? Et voilà qu'on entend tout d'un coup parler de pénurie de capacité, en anglais on parle de capacity crunch, et ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que nous avons déployé une technologie géniale qui s'appelle les câbles. Dans un seul câble, comme le câble Dunan, qui est un câble appelé comme ça par Google, qui a été déployé il y a quelques années en France, qui va de Virginia Beach aux États-Unis jusqu'à la Belgique en passant par les côtes de Vendée. Dans ce seul câble, qui n'est pas plus épais qu'un tuyau d'arrosage, pensez-y la prochaine fois que vous arroserez vos géraniums, eh bien en fait, transite chaque seconde 3 fois l'ensemble des informations qui sont contenues dans la bibliothèque du Congrès américain. Vous voyez que la route des octets est à peu près la même que la route des atomes.
Pacifique Nord, Atlantique Nord, détroit de Malacca, canal de Suez. Voici les enjeux écologiques, bien évidemment, géopolitiques, qui se trament derrière vos actions les plus bénignes. Et voici également ce réseau dont nous sommes toutes et tous les colocataires. En réalité, il y a de vraies questions sur quel usage de la technologie, et on ne pourra pas, je pense, échapper à ces questions-là. Merci.